Didier Billon, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, c'est l'Institut des Relations internationales et stratégiques, spécialiste de la Turquie. Les Turcs qui ont voté oui hier à la réforme constitutionnelle. Alors, un oui d'une courte victoire, 51,3%, mais paradoxalement, est-ce que cette victoire serrée n'est pas la preuve que la Turquie est bien une démocratie ? C'est pas un plébiscite stalinien, là. Non, c'est clair, on en est bien loin, puisque le passage du oui a été juste, comme vous le rappeliez. Je pense qu'en réalité, ça prouve une chose, et ça c'est très important, c'est que nous connaissons les dérives liberticides du pouvoir, qui se sont amplifiées depuis la tentative de coup d'État de l'été dernier. Depuis lors, les libertés démocratiques sont quand même en péril, et on est dans une situation préoccupante. Nous avons aussi assisté au cours des dernières semaines à une sorte de matraquage, à l'utilisation de tous les moyens étatiques, de la plupart des moyens médiatiques par le pouvoir en faveur du oui, et malgré cela, il y a une résistance incontestable de la société civile turque, des partis d'opposition qui existent. En ce sens, ce n'est pas une dictature comme je peux l'entendre de ci, de là. Et c'est la preuve quelque part qu'il y a encore une volonté d'affirmer des valeurs différentes de celles qui sont promues par le pouvoir en place. Et bien précisément, on va écouter quelques Turcs, des réactions d'électeurs, et vous avez raison, il y a une diversité d'opinions parmi les Turcs qu'on écoute. Je n'ai en aucune manière perdu espoir, car face à toutes ces pressions, ces arrestations, ces gardes à vue, et puis surtout face à l'état d'urgence, faire un référendum ne peut déboucher que sur un tel résultat. Franchement, je ne pense pas qu'il y aurait une polarisation. Le peuple est uni, le peuple soutient son gouvernement. Et moi, je suis convaincu que tout va être vraiment mieux à partir de maintenant pour nous. Tout ce que nous voulons maintenant, c'est la paix dans notre pays. Regardez, c'est une journée très calme. Mais c'est vrai que les gens sont un peu dans l'attente de ce qui va arriver. Didier Billon, qu'est-ce que cette réforme constitutionnelle va changer dans l'exercice du pouvoir du président Erdogan, qui est déjà assez autocratique, il ne s'embarrasse pas de ce que pense l'opposition ou les gens qui ne pensent pas comme lui? Dans la pratique réelle, il ne va pas y avoir beaucoup de modifications en réalité, sauf que cette réforme constitutionnelle va graver dans le marbre le désir déjà ancien de M. Erdogan de présidentialiser le régime et de supprimer les contre-pouvoirs. Car quand même, le fait même qu'il y ait suppression du poste de Premier ministre, le fait qu'il puisse nommer et révoquer les ministres comme bon lui semble, ce qui n'était pas la règle jusqu'alors, le fait qu'enfin le Parlement finalement soit réduit à un rôle de Parlement croupion, tout cela amplifie les tendances qui étaient déjà à l'œuvre, même si, encore une fois, dans la pratique du quotidien, ça ne va pas modifier grand-chose. Le problème, c'est que jusqu'alors, jusqu'à hier soir, peut-on dire, ce qu'il faisait était quasiment anticonstitutionnel. Maintenant, ça le devient totalement. Il n'empêche, il a un soutien d'une large partie de la population, Erdogan. Quelle est la dimension religieuse dans ce soutien populaire? Est-ce que la Turquie est en train de devenir un pays religieux? Non, la Turquie a été islamisée au XIe siècle. Ouais. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une réislamisation de la société turque. C'est un non-sens. Ce qui est différent, c'est que M. Erdogan, depuis déjà plusieurs années, fait de plus en plus de références dans ses discours, et ses discours sont bien nombreux, à des versets du Coran, à l'utilisation de termes islamiques ou islamistes. Ça, c'est un changement de paradigme incontestable. Pourquoi? Parce que M. Erdogan considère que le kémalisme, qui a été Atatürk, 1923, exactement. Voilà, qui a imposé la laïcité. Oui, alors une laïcité à la turque, qu'on ne peut pas comparer à la laïcité française, parce que la laïcité turque qui a été instaurée par Mustafa Kemal en 1923, c'est en fait le contrôle par l'État de la religion. Sachez par exemple que les imams sont des salariés de l'État, ce sont des fonctionnaires. Donc pour nous Français, c'est une conception assez bizarre, particulière, singulière de la laïcité. En tout cas, cela ne va pas être attaqué par M. Erdogan, il va toujours se situer dans cette logique de contrôle de la religion par l'État. Ce qui est vrai, c'est qu'il ponctue de plus en plus donc ses discours, ses interventions et certaines initiatives législatives par une connotation religieuse. Ça, c'est incontestable. En même temps, je reste persuadé qu'une très forte partie de la population turque, qui est pieuse, est encore attachée aux valeurs du sécularisme. Est-ce que la Turquie est en train de rompre les amarres avec nous, avec l'Union européenne, et quelles conséquences cela peut-il avoir? Je dis ça parce qu'il y a eu des mots très violents lors de cette campagne. On sait que le président Erdogan a traité les Pays-Bas et Angela Merkel d'avoir recours à des pratiques nazies. Et il a eu cette phrase: l'Europe va payer pour ce qu'elle a fait. Oui, il l'a dit à plusieurs reprises, malheureusement. Alors, je crois qu'en réalité, il y a des propos, des postures d'estrade électorale. C'est-à-dire que
certains termes utilisés par Erdogan sont absolument inadmissibles et condamnables. Ceci étant, rappelons-nous toujours d'une chose, c'est que le flux des relations économiques, c'est-à-dire les exportations et les importations entre la Turquie et l'Union européenne, représente à peu près 40% du commerce extérieur de la Turquie. Donc on ne peut pas, ils ne peuvent pas, la Turquie ne peut pas rompre du jour au lendemain avec l'Union européenne. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en termes d'adhésion, on ne peut plus continuer à répéter la possibilité ou l'exigence ou la revendication de l'adhésion, comme on pouvait le faire il y a une dizaine d'années. Cela n'a plus de sens aujourd'hui. Donc il y a une nécessité de refondation des relations entre la Turquie et l'Union européenne. On sait qu'en Turquie, il y a des camps de réfugiés avec des millions de réfugiés syriens, etc. Est-ce que Erdogan peut ouvrir les frontières et laisser passer ces millions de réfugiés qui ne demandent qu'une chose, enfin, qui aimeraient pouvoir aller dans l'Eldorado suédois ou allemand, etc. Alors tout d'abord, 3 millions de réfugiés, c'est énorme. Quand on voit qu'il y a des querelles dans les pays de l'Union européenne pour quelques 10 000, 20 000 ou 30 000 réfugiés... Donc, la Turquie serait fondée à dire « partageons le fardeau des réfugiés ». Absolument. Et ce que reproche M. Erdogan, mais là-dessus il est bien fondé, c'est que les Européens lui ont proposé 2 tranches de 3 milliards d'aides pour gérer ces camps de réfugiés. Pour l'instant, c'est peut-être moins de 500 millions qui sont effectivement parvenus en Turquie. Donc de ce point de vue, il y a un certain mécontentement. M. Erdogan considère que les Européens n'ont pas tenu leur parole. Et il a plusieurs fois menacé d'ouvrir les frontières. Il est capable de le faire. Alors ce ne sera pas pour une longue durée, mais symboliquement pour menacer, pour faire pression sur l'Union européenne, il est capable d'ouvrir pour quelques jours ou quelques semaines les frontières et de laisser partir une partie de ces réfugiés vers l'Union européenne. Donc on est dans une situation infiniment préoccupante et le problème c'est que M. Erdogan ne comprend que le langage du rapport de force que nous n'avons pas été capables d'instituer avec lui. Mais la Turquie reste dans notre camp. La Turquie est dans l'OTAN par exemple. Ça reste dans le camp des Occidentaux Oui, parce que je suis intimement persuadé que, comme pour l'Union européenne, il est hors de question que M. Erdogan sorte de l'OTAN, bien qu'il l'évoque de temps en temps. C'est trop important, y compris pour la propre protection de la Turquie. Il suffit de regarder une carte de géographie. La Turquie est dans une région d'instabilité absolue, de chaos, avec la Syrie et l'Irak qui ont des frontières communes. Donc la Turquie a aussi besoin de l'OTAN, de la protection des États-Unis et de l'Occident, même si c'est toujours dans un rapport conflictuel, turbulent, et M. Erdogan cherche toujours à aménager au mieux de ses intérêts sa place dans les structures européennes ou otaniennes. Parce qu'on oublie que la Turquie est encore plus que nous victime du terrorisme. Est-ce que ça nous fait un ennemi commun que l'on souhaite combattre tous les deux à mort, c'est Daesh? Ça, c'est clair et net. Désormais. Et ça, c'est nouveau ou pas que Paris et Ankara aient le même ennemi commun? Oui, parce qu'on a accusé à de nombreuses reprises la Turquie d'avoir eu certaine complaisance à l'égard des djihadistes. Je pense que cette séquence s'est terminée depuis maintenant plus de 2 ans. C'est-à-dire que la Turquie, résolument désormais, mène un combat contre Daesh. C'est pas le seul, elle mène aussi un combat contre les Kurdes en Syrie. Ce qui complique du coup leur position. Bien évidemment, bien évidemment. C'est toujours ce positionnement compliqué, difficile de la Turquie dans ses alliances, dans ses partenariats, en tout cas pour ce qui concerne Daesh, désormais, entre autres parce que la Turquie a été frappée à de nombreuses reprises par des attentats terroristes, plus que la France, par exemple, sans vouloir verser dans une sorte de comptabilité macabre, la Turquie, désormais, a tout son rôle, toute sa place dans la lutte contre Daesh. Il a failli le perdre, ce référendum. Et si oui, est-ce que ça veut dire que techniquement, il pourrait perdre une élection et ne pas être conduit président de la Turquie, Erdogan? Et c'est faux de dire qu'on l'a jusqu'en 2029. Ah non, ça je crois que c'est une vue de l'esprit, vous avez parfaitement raison. Je pense que le résultat d'hier soir indique quand même l'état des rapports de force. Et puis il y a un facteur qu'il faut aussi souligner avec force, c'est que jusqu'alors il a surfé sur de bons résultats économiques, ce qui lui constituait une base électorale et sociale. Cette séquence est désormais temporairement derrière nous. La Turquie connaît des turbulences économiques et ça va effriter sa base électorale. Merci beaucoup Didier Billon, donc directeur adjoint de l'IRIS. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. François Fillon envisage l'entrée au sein de son gouvernement en cas de victoire de Sens Commun. Quelle est cette association proche de la Manif pour tous? C'est dans l'air est intitulé ce soir J-6. La messe est dite, point d'interrogation.